Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour cette première session sur les journées fiscalité et développement de l'OCDE. Pour cette session sur les perspectives des pays en développement sur la mise en œuvre de la solution reposant sur deux piliers, nous avons la chance d'avoir avec nous beaucoup de participants pour cette session, plus de 1300 personnes. Je crois on a environ 500 participants aujourd'hui, mais je suis convaincue que plus de personnes vont nous rejoindre. Euh, Ça représente plus de 100 pays et juridictions, donc ça montre bien l'importance de ces problématiques. On aimerait que les pays en développement prennent la parole. On a mis sur pied une table ronde de représentants du cadre inclusif et je l'espère, ce sera intéressant pour vous. Alors, je vais les présenter. Est-ce que vous pourriez peut-être allumer votre caméra, s'il vous plaît? Et on va vous donner la parole avant de rentrer dans les questions et dans les discussions. On a un représentant de l'administration fiscale du Jamaïque, plus de 30 ans d'expérience sur les questions du BEPS. Donc, la Jamaïque a été très impliquée dans les discussions sur le cadre inclusif. On a également Madame Vanessa Assivou Mamou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle travaille sur les questions de transparence et BEPS à l'administration fiscale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, on a vraiment hâte d'entendre la perspective de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et leurs travaux en matière de mise en œuvre de mesures pour la transparence et BEPS. On a M. Ceyhun Ismailov d'Azerbaïdjan, de l'administration fiscale d'Azerbaïdjan. Azerbaïdjan est un nouveau membre du cadre inclusif qui s'est joint à nous en décembre 2022. Donc, j'ai hâte d'entendre leurs perspectives. On a également M. Alpha Ngom du Sénégal, agent technique et conseiller technique pour le directeur général de l'administration fiscale au Sénégal. C'est quelqu'un qui est un membre très actif, non seulement du cadre inclusif, mais également parce qu'il fait partie du groupe directeur et il fait partie, il est coprésident du groupe de travail sur l'économie numérique et il travaille à la TAF. On a également Madame Catherine Lemel du CREDAF. Le CREDAF est au service de 30 pays francophones sur les questions fiscales, notamment en Afrique, mais ailleurs également. Et Catherine a beaucoup travaillé auprès des administrations fiscales dans le cadre de ses fonctions au sein du CREDAF. Donc, merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui pour ces discussions. Comme je l'ai dit, je vais rapidement passer en revue la solution reposant sur deux piliers. Cette solution reposant sur deux piliers vise à s'attaquer aux problématiques fiscales au vu de l'avènement de l'économie numérique dans un contexte de BEPS. Le but, c'est de mettre en place des changements dans les règles fiscales internationales pour s'attaquer aux difficultés des règles, notamment pour les appliquer aux solutions modernes et aux business models modernes, mais également de s'attaquer à la concurrence fiscale qui est intervenue, notamment avec les multinationales qui ne sont pas forcément imposées dans les pays où il y a besoin de recettes fiscales. Le cadre inclusif travaille sur ça depuis quelque temps. En 2021, les pays se sont mis d'accord sur un cadre minimum et depuis 2021, il y a eu la déclaration sur la solution reposant sur les deux piliers. Il y a un élément sur lequel j'aimerais insister concernant la solution à deux piliers. Il y a eu des discussions, des négociations, la rédaction de textes par tous les membres du cadre inclusif. Les pays en développement forment une grande partie de ce groupe. Quasiment la moitié des membres du cadre inclusif sont des pays en développement. La plupart des éléments de la solution à deux piliers sont vraiment là pour aborder leur complexité. Et ils ont beaucoup à y gagner, mais ils doivent les mettre en œuvre. Très rapidement, qu'est-ce que la solution à deux piliers? Le pilier 1 a deux éléments. Tout d'abord, il aborde
les multinationales très rentables qui ne payent souvent pas d'impôts sur de nombreux marchés où elles se trouvent et où se trouvent leurs utilisateurs et leurs clients. Donc le montant A du pilier, du premier pilier, permettra au pays d'imposer les entreprises multinationales les plus importantes et les plus rentables. C'est-à-dire que le droit d'imposition va venir d'une juridiction et être amené dans les juridictions de marché. Plus de 200 milliards de dollars de bénéfices seront réalloués aux pays en développement grâce au montant A. Le montant B, il a été conçu pour euh, mettre en place des prix de transfert précis et qui soient justifiés en tenant compte des besoins, les besoins des pays à faible capacité. C'est un exercice qui est compliqué, notamment parce qu'il requiert beaucoup d'expertise et beaucoup de ressources, et souvent, ça peut engendrer beaucoup de conflits. Donc, le montant P nous aide à prendre une certaine catégorie de transactions que l'on peut mieux établir et évaluer grâce à différentes règles pour avoir une meilleure évaluation de ces montants. Donc, le but, c'est d'utiliser des références avec ce type d'entreprise. Le type de produit, le type de transaction doivent être soumises à tel prix. Et donc, comme ça, on utilise moins de ressources et ça donne plus de certitude. Le pilier 2, vraiment, s'adresse à la concurrence. Les entreprises multinationales sont en mesure de transférer leurs bénéfices vers des juridictions à faible taux d'imposition. Et avec les règles globes du deuxième pilier, eh bien, cela garantira que les entreprises multinationales payent un impôt minimum de 15%. Pourquoi est-ce qu'elles ne les payent pas, ces impôts? Eh bien, on pense que 95% des grosses multinationales seront, d'ici 2025, soumises à l'impôt minimum de 15% grâce au pilier 2. Et la manière dont elles sont conçues, les pays sources ont toujours le droit d'imposition à 15% en premier. La règle de l'assujettissement à l'impôt du deuxième pilier garantit et protège les pays en développement et qui leur permet d'imposer ces paiements s'ils ne sont pas imposés dans le pays du bénéficiaire ou si c'est à un assujettissement à moins de 9%. Donc à ce moment-là, ça permettra aux pays en développement d'imposer ces montants. Donc le montant A, avec la convention multilatérale qui a été publiée, la convention multilatérale pour le montant A, elle a été publiée au début du mois d'octobre. Et il y a encore quelques éléments qui sont encore en suspens et qui doivent être décidés. On va le finaliser et ensuite on pourra adopter le texte, la convention, et il y aura une cérémonie de signature pour mettre en œuvre le montant A. Le montant B, il y a eu un accord et il a été inclus au sein des principes directeurs de l'OCDE sur les prix de transfert. Et à partir de l'année prochaine, ces règles, à partir du 31 décembre 2023, les règles pourront s'appliquer. Il y a 35 juridictions qui ont déjà adopté ces règles, donc les règles globes, qui les mettent déjà en œuvre pour 2024 et 20 autres qui ont l'intention de les mettre en œuvre à partir de 2025. On va bien entendu évaluer les impacts et il y a bien entendu l'assujettissement à l'impôt, la RAI, qui devrait être signée en 2024. Le but, c'est également d'aider les pays à identifier les pays avec lesquels ils ont eu de convention et ensuite voir les pays auxquels elles veulent demander à mettre en œuvre la RAI pour 2024. Sur ce, je vais donner la parole aux membres de la table ronde. Avant de commencer, sachez qu'on va avoir une session de questions-réponses à la fin de cette réunion. Donc, n'hésitez pas à soit écrire vos questions dans le chat ou à les écrire. On a également l'interprétation disponible en français, en anglais et en espagnol. Donc, vous avez le bouton interprétation en bas. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans la langue qui vous convient le mieux. Donc, je vais demander aux membres de la table ronde de répondre à une question très générale sur la solution à deux piliers. Tout d'abord, selon vous, quels sont les principaux défis de la mise en œuvre? Alors,
les défis législatifs, politiques, réglementaires. Si vous attaquez déjà à ces défis, n'hésitez pas à nous dire comment, quel a été votre processus. Et enfin, quelles sont les grandes opportunités lorsqu'on se penche sur la solution à deux piliers? Où est-ce que vous y voyez les meilleures opportunités pour vos pays? Et c'est sur quoi les autres pays doivent se concentrer et concentrer leur énergie. Donc, on va commencer peut-être avec Devon Sinclair de la Jamaïque. Vous avez 2 ou 3 minutes pour nous donner le pouls et répondre à une ou deux ou plusieurs de ces questions. Et n'hésitez pas à prendre la parole. On essaye de rester dans le temps imparti. Donc, je vous donne la parole, Bevan Sinclair. Merci à toutes et à tous. Merci Andrew, merci à l'équipe, merci à l'OCDE, merci de donner la parole à la Jamaïque pour parler politique et autres problématiques liées à cette solution à deux piliers. Tout d'abord, nous sommes, la Jamaïque est membre depuis 2016 du cadre inclusif. Nous sommes considérés comme une petite économie avec un PIB de 16,1 milliards. Pour ce qui est des règles et des règles globales, on est en train de revoir nos options politiques pour la mise en œuvre des règles globales de manière coordonnée. Nous avons reçu l'assistance de l'OCDE et de la Banque mondiale dans la conception et la mise en œuvre de ces règles. Nous avons fait une analyse préliminaire qui nous a permis de dire que nous avons 180 multinationales en Jamaïque qui étaient dans le périmètre et dans le champ d'application. L'analyse jusqu'ici a évalué des risques dans certains pans de notre économie. Nous pensons à ce titre que les entités seront les plus impactées puisqu'on a à l'heure actuelle un taux d'imposition en deçà de 15%. Il y a différents régimes de 12,5% d'imposition et ça pourrait être réduit avec des crédits d'imposition à l'emploi et un crédit d'impôt promotionnel, ce qui amène parfois l'imposition à 7,5% pour ces entreprises. Si on est dans une zone de développement économique, alors le taux d'imposition peut être même à 0%. Nous pensons donc, à ce titre, que l'imposition minimum mondiale aura un impact sur ces secteurs et nous sommes en train d'évaluer nos options et les options qui sont disponibles afin de, à au moins, maintenir un droit d'imposition en lien avec ces nouvelles industries. Nous avons également mis en place un régime incitatif, à savoir que les entités soumises à ce régime seront également impactées par les règles globales, notamment pour favoriser les grands investissements, les investissements sur les économies importantes de plus de 1 milliard. La citation sera applicable jusqu'à 15 ans et ce sera un taux en fonction du PIB. Pour ce qui est des exclusions, nous pensons qu'il y aura des allègements, mais ça ne concernera pas le taux d'imposition effectif. Donc, il n'y aura pas de changement. Je suis désolée, je vais donner la parole aux autres membres du Parole également. Je sais que vous avez beaucoup de réflexions et on comprend, vous essayez de comprendre l'impact et c'est compliqué, on le comprend bien. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail, ça requiert une approche gouvernementale globale, mais on va y revenir avec notre prochaine question. J'aimerais donner la parole à Jayoun, notamment parce que l'Azerbaïdjan est un nouveau membre du cadre inclusif et j'aimerais que vous nous donniez votre point de vue sur la solution à deux piliers, ce que ça signifie dans votre pays. À nouveau, je serai très stricte parce que je vous accorde 3 minutes. Jayoun, donc, on vous écoute. Très bien, alors merci. Comme vous l'avez mentionné, l'Azerbaïdjan est un nouveau membre du cadre inclusif BEPS depuis décembre 2022. Et depuis que nous avons rejoint le cadre inclusif, nous avons mis en place de nombreux plans d'action en lien avec les BEPS et nous les avons inclus dans notre législation. Avec le
projet BEPS. Nous avons ensuite connu la solution à deux piliers. Nous avons commencé une analyse de notre économie pour évaluer l'impact des règles Globe sur l'économie du pays. Nous avons presque finalisé notre analyse économique et nous sommes convaincus que les défis principaux pour la mise en œuvre des règles Globe sont les suivants. Tout d'abord, les plus gros défis, c'est tout d'abord l'information et les données. Nous le savons combien elles sont importantes et nous pensons que pour mettre en œuvre les règles Globe, il faut avoir accès à beaucoup d'informations et de données sur les activités des entreprises multinationales et des grandes entreprises. Nous avons désormais accès aux bases de données internationales, mais pour ce qui est de la vérification, c'est compliqué. Et l'impact sur l'investissement également, les accords d'investissement entre différents gouvernements et les investisseurs généralement incluent des bénéfices et des incitations fiscales. Or, les règles Globe peuvent avoir un impact sur les investissements et les obligations en matière d'investissement. C'est un défi pour nous. Pour ce qui est du cadre réglementaire, c'est probablement le troisième défi pour nous. Nous devons nous assurer que notre cadre national soit en ligne avec les cadres internationaux. Ce sera complexe et ça veut dire qu'on va devoir adapter nos législations et ça va être intensif en ressources. Et enfin, il y a le renforcement des capacités. Nous avons identifié que nous avions peu de capacités et donc nous avons besoin de formation et de sessions interactives avec notamment des réunions interactives, du renforcement technique. Nous avons déjà accès au matériel et au support de l'OCDE. Nous avons également des discussions avec les différents articles sur la fiscalité, mais pour ce qui est du renforcement des capacités, nous devons impérativement nous améliorer, car quoi qu'il arrive, nous avons besoin d'impliquer des ressources différentes dans les cadres différents plans d'action pour le BEPS, car il n'y a pas uniquement la solution à deux piliers, mais il y a également les standards minimums du BEPS auxquels nous allons devoir nous conformer. Merci beaucoup, James. J'ai entendu que les informations, les données, les contrats privés, les contrats d'investissement en lien avec le pilier 2, mais également le renforcement des capacités et faisait partie des défis principaux auxquels est confronté votre pays. Mais on y reviendra au cours des questions plus tard. C'est clairement des défis sur lesquels la communauté va devoir se pencher. Je vais donner la parole à Vanessa Asivo-Mamou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tout d'abord, merci infiniment d'être avec nous. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais merci vraiment infiniment d'être parmi nous. Merci de votre participation. Vous avez la parole. Nous vous écoutons. Vous avez 3 minutes. Pour l'expérience de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en matière de solution à deux piliers, le défi principal dans la mise en œuvre de la solution à deux piliers, c'est au niveau politique à l'heure actuelle. Un peu comme les expériences qu'on a entendues des différentes administrations fiscales. Nous savons que ça va nous prendre longtemps de convaincre les politiciens et politiciennes des bénéfices de la solution à deux piliers et pour les raisons pour lesquelles on doit l'adopter. Mais on a également les défis administratifs. La solution à deux piliers sera mise en œuvre par l'administration fiscale. Par conséquent, nous devons nous s'assurer que les agents au sein des administrations fiscales ont les connaissances, ont l'expérience de la mécanique de la solution à deux piliers. Donc, au vu de l'expérience qu'on a en Papouasie-Nouvelle-Guinée, uniquement un peu d'agents de l'administration fiscale ont été formés aux règles de la solution à deux piliers. Donc, nous pensons qu'il est important que les autres agents des administrations fiscales soient inclus dans la formation pour la mise en œuvre de la solution à deux piliers. Et donc, nous allons devoir mettre en œuvre des actions pour mieux mettre en œuvre cette solution en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour la manière dont on s'attaque à ces défis, eh bien, nous avons inclus les agents de la trésorerie pour qu'ils comprennent la mécanique de la solution à deux piliers, pour que ces agents puissent nous aider en tant qu'agents de l'administration fiscale, notamment pour convaincre les hommes et femmes politiques de l'importance de ce programme et les bénéfices. Nous voulons également impliquer les agents de l'administration fiscale
concernant les discussions sur la solution à deux piliers avec nos partenaires, avec l'OCDE et autres, pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les opportunités principales pour nous à l'heure actuelle sont tout d'abord la collaboration continue que nous avons avec l'OCDE, qui est donc vraiment aux manettes du développement de la solution sur deux piliers. Nous avons donc un beau partenariat avec l'OCDE ainsi qu'une belle collaboration avec d'autres institutions, d'autres partenaires qui nous aident dans la région à nous préparer pour la solution à deux piliers. Et c'est un vrai atout pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est essentiel parce que ça nous aide à puiser dans l'expérience technique de l'OCDE et d'autres institutions internationales pour la mise en œuvre de la solution à deux piliers. Pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous sommes convaincus qu'à court terme, les pays doivent se concentrer et concentrer leur attention sur l'obtention du bon soutien politique, notamment pour les pays ou les juridictions qui sont encore à un stade peu avancé, comme nous, de la solution à deux piliers. À court terme, il est important d'avoir une assistance technique, d'apport notamment de l'OCDE, pour que les hommes et femmes politiques s'emparent de la question de la solution à deux piliers. Au moyen terme, nous avons besoin de solutions et de conseils techniques de l'OCDE et autres partenaires pour que les administrations soient prêtes à mettre en œuvre la solution à deux piliers. Vanessa, c'était très intéressant d'entendre les différents défis, mais également, nous savons que les autorités fiscales ont tendance à devoir faire le tri entre les différentes politiques et pratiques élaborées par d'autres parties prenantes. Nous avons également Alpha avec nous. Alpha, est-ce que vous êtes là? Donc, je me tourne vers Alpha maintenant. Vous êtes doté d'expériences solides, comme j'ai mentionné dans l'introduction. Vous avez fait partie de la task force, mais également du groupe de pilotage. Donc, vous avez été impliqué dans les négociations. Alpha, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Vous pouvez peut-être apporter votre pierre à l'édifice s'agissant de votre travail au Sénégal, mais également au sein du cadre inclusif. Allez-y. Merci beaucoup, Andrew. Je vais m'exprimer en français. J'espère que vous me recevez bien. Donc, concernant la question que vous avez posée, qui regroupe à la fois les défis, voire aussi les solutions à proposer, aussi bien dans le court terme que dans le moyen terme, et l'opportunité que présentent les règles blocs. D'abord, par rapport aux défis. Le plié défi pose beaucoup le plié 2 pose beaucoup de défis. L'un de ces défis, c'est une claire connaissance des bénéfices nationaux qui sont réalisés par les groupes d'entreprises multinationales qui sont dans le champ d'application des règles blocs. Et pour déterminer si les activités nationales du groupe dans une juridiction sont susceptibles de déclencher l'application d'un impôt complémentaire, il faudrait au préalable identifier le nombre et les revenus du groupe qui sont dans le champ d'application et qui exercent ces activités dans cette juridiction. Et dans cette perspective, il faut noter que beaucoup de juridictions ne disposent pas de données suffisamment détaillées ou complètes pour recenser précisément l'ensemble des activités nationales menées par les groupes d'entreprises nationales. Donc, le premier défi, c'est un défi de collecte des données. Et à ce niveau, nous y travaillons étroitement avec l'OCDE dans le cadre du projet PLED concernant le Sénégal. L'autre défi, c'est de savoir si le groupe a réalisé des bénéfices excédentaires. Car l'impôt complémentaire qui est prévu par les règles GLOB ne vise que les bénéfices excédentaires qui sont réalisés dans cette juridiction. Donc, si un groupe réalise ces bénéfices qui sont faiblement imposés, ces activités peuvent échapper à l'impôt minimum. Si ces frais de personnes et ces actifs corporels situés dans la juridiction excèdent un certain seuil, notamment par rapport aux exclusions de substances. L'autre élément qu'il faut, donc ça signifie quoi? L'autre élément qu'il faudrait prendre en considération, c'est les bénéfices locaux qui sont faiblement imposés, toujours en termes de défis. Lorsque vous calculez les bénéfices excédentaires locaux qui sont générés par un groupe dans le champ d'application, l'étape devrait consister à évaluer si ces bénéfices sont faiblement ou non imposés. Et ça va intervenir deux paramètres. L'un des paramètres, c'est le taux d'imposition. L'autre paramètre aussi, c'est la base d'imposition qui peut être biaisée par les crédits d'impôt ou autres éléments. Donc, ça demande donc un travail de fond. En termes de solutions,
Pour les solutions, nous préconisons d'abord qu'il y ait un partage des données agrégées et centralisées qui sont issues des données déclarations pays par pays et dont l'OCDE est le dépositaire et qui nous permettrait en tant que juridiction de bénéficier de manière approximative des informations sur le nombre d'entreprises opérant localement dans le champ des règles GloBE, du chiffre d'affaires réalisé par ces entreprises, mais aussi des impôts qui sont acquittés. Travailler aussi, et nous sommes en train de travailler avec notamment Samia et l'équipe en charge, sur les bases de données locales par rapport aux états financiers qui sont déposés, par rapport à la masse salariale, par rapport aussi aux actifs, mais aussi par rapport à la documentation sur les pays de transfert qui renseigne sur la juridiction d'appartenance de cette filiale dans le champ d'application. Par rapport maintenant à la question sur les solutions toujours en termes d'options de réforme. Lorsqu'une juridiction a chiffré le montant des bénéfices générés par le groupe d'entreprises multinationales dans le champ d'application, qui est inférieur à 15%, il faudrait en ce moment-là aussi voir quelles sont les options de réforme que le gouvernement devrait prendre dans le court terme. Et en termes d'approche, ce que nous proposons dans le court terme, étant donné qu'une réforme globale des incitations fiscales peut prendre du temps et nécessiter un examen attentif, des mesures politiques immédiates pourraient être envisagées, notamment l'introduction d'un impôt minimum national qualifié qui permettrait aux juridictions de collecter une taxe complémentaire en vertu des règles GloBE, tout en qui aurait la priorité sur les règles GloBE. Et ça signifie qu'à chaque fois que les taux effectifs d'imposition des entreprises concernées tomberaient en dessous de 15%, l'utilisation de l'incitation n'aurait pas un effet majeur sur le droit d'imposition accordé au pays de source. Et à ce niveau, il est aussi très important de considérer que cela ne peut être que dans le court terme. Mais dans le moyen terme, il faudrait procéder à une réforme plus large en termes d'incitation fiscale pour les identifier, essayer de dresser un classement des incitations en fonction du risque de paiement d'impôts complémentaires et d'établir les priorités de réforme. Voir comment refuser les crédits d'impôt et envisager aussi. Merci beaucoup, Alpha. Merci. Encore une fois, vous avez beaucoup parlé des difficultés rencontrées s'agissant de l'analyse des impacts, mais également la compréhension de à la fois les règles, mais l'univers auquel sont confrontés les contribuables. Maintenant, je me tourne avec Catherine Lemel du CREDAF. Il s'agit d'une autre perspective ici, parce que il s'agit ici d'une organisation régionale qui travaille avec différents pays africains, mais également d'autres pays dans le monde. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des différents défis auxquels vos membres font face et que fait votre organisation afin d'aider vos membres? Catherine, allez-y. Merci Andrew. Je vais parler également en français puisque je représente une organisation internationale de pays francophones. Le CREDAF représente en effet 30 pays membres francophones, dont 24 pays en Afrique, avec une hétérogénéité de pays, puisque parmi mes 30 pays, j'ai 17 juridictions qui font partie du cadre inclusif, et donc par défaut, bien sûr, les autres qui n'en font pas partie. Donc, pour moi, le défi des piliers, il est multiple. Le CREDAF est là pour accompagner ses membres dans notamment la mobilisation des ressources, des recettes fiscales, les aider dans la plupart des réformes. Et compte tenu de la différence entre les pays, le premier défi, j'allais dire, il est politique, puisque l'idée, c'est d'expliquer par l'intermédiaire des autres pays. Alpha vient de le présenter à l'instant, Alpha qui est du Sénégal, qui fait aussi partie du CREDAF. On a des pays qui sont très en avance sur la compréhension de ces réformes et d'autres pays qui sont un peu moins en avance. Et donc, l'intérêt d'une organisation telle que le CREDAF, c'est de présenter aux personnes qui participent à nos différentes actions, parce que les pays, qu'ils fassent partie du cadre inclusif ou qu'ils n'en fassent pas partie, participent à toutes nos actions.
de comprendre l'implication de ces règles sur leurs règles fiscales, sur leur législation, et ça peut convaincre les politiques, hein, en tout cas leur politique, de l'intérêt d'adhérer et de participer à ces différents travaux, d'adhérer à toutes ces règles, notamment de démontrer l'intérêt budgétaire, l'impact budgétaire de ces règles, qui est vraiment très important pour les pays, notamment en développement. Et puis, bien sûr, l'autre défi, on a parlé d'un défi plus politique, c'est aussi un défi humain, puisque pour les pays en développement, le défi, c'est aussi d'avoir des capacités à mettre en place la législation correspondante et puis surtout la mise en œuvre effective de ces règles qui sont quand même assez complexes, qui sont complexes à mettre en œuvre. On n'a pas beaucoup de personnes en capacité de mettre en œuvre ces règles, d'où le sujet qu'on va aborder dans la deuxième partie, qui est plus sur l'accompagnement. En effet, c'est un point très important, tous ces défis liés aux ressources humaines nécessaires, hein, pour mettre en œuvre ces différentes règles. Merci beaucoup, Catherine. Vous avez parlé du fait que vous avez différents pays membres qui ne sont pas membres du cadre inclusif. Et pour toutes les règles dont on parle, qu'il s'agisse de membres de cadre inclusif ou non, ces règles peuvent être appliquées et bénéfiques, ayant une incidence positive. Il est très important donc pour les membres du CREDAF qui ne sont pas membres du cadre inclusif d'avoir accès à ces activités. Je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Très brièvement, je souhaite peut-être vous parler de cette question de renforcement des capacités. L'OCDE et le cadre inclusif se sont mis d'accord. Nous avons besoin de davantage de ressources et une meilleure coordination avec les organisations régionales et des administratives fiscales dans l'élaboration d'un plan. Comme l'a déjà été mentionné par Manel dans ses remarques liminaires, nous fournissons des formations, nous avons différentes activités, différents matériaux en matière de formation qui sont disponibles en ligne, mais également en présentiel si vous le souhaitez. Nous organisons des webinaires euh, pour les différentes administrations dans les quatre coins du monde. Vanessa et Alpha ont tous les deux mis l'accent sur l'importance de l'implication des acteurs fiscaux et je ne crois pas que ce fut le cas auparavant. C'est très important. Donc, cela couvre de multiples questions. Nous avons des défis administratifs, politiques, législatifs et d'un point de vue renforcement des capacités. Je me tourne maintenant vers Bevon. Je crois que nous avons 2 minutes pour chaque intervenant. Bevan, est-ce que vous souhaitez peut-être nous donner votre aperçu ou quelle est la priorité s'agissant du renforcement des capacités et qu'en est-il de votre expérience avec les différentes organisations? Et même question pour les autres membres du panel. Mais 2 minutes. Bevan, allez-y. Merci beaucoup, Andrew. Alors, nous avons travaillé avec la Banque mondiale et avec l'OCDE sur le renforcement des capacités. Dans ce cadre, nous avons mis l'accent sur la solution reposant sur 2 piliers. Nous avons regardé les différentes conséquences et les séquelles pour le Jamaïque. Je crois que notre travail a été très fructueux et nous avons pu impliquer un grand nombre de décideurs politiques et de parties prenantes et bien entendu des administrations fiscales. Notre objectif à l'heure actuelle, c'est d'assurer une compréhension de l'impact des règles, mais également, en ce qui concerne la mise en œuvre, nous avons une équipe législative, mais leur travail reste assez restreint. Nous accueillons l'option d'organiser des renforcements de capacités de formation, notamment sur les règles globes, et c'est une demande que nous avons déjà faite auprès de l'OCDE. Nous travaillons avec d'autres organisations internationales et tout se passe très bien. Merci beaucoup, Bevan. Vous avez beaucoup parlé des règles globes
de, de Bevan, mais également des autres également. Et nous avons compris que c'est une priorité. Nous avons 4 parties de cette solution reposant sur 2 piliers et nous savons que les prix de transfert sont également très importants. Et les règles d'assujettissement à l'impôt, la RAI. Maintenant, je me tourne vers notre prochain intervenant, Jehoun. Est-ce que vous pouvez peut-être identifier vos priorités et comment la manière dont vous travaillez avec les organisations multinationales ou internationales peuvent vous aider? Merci beaucoup, Andrew. Nous avons bénéficié d'une coopération avec la Banque de développement asiatique, mais également la Banque mondiale. Nous avons pu résoudre quelques problèmes liés aux différentes questions fiscales, y compris sur les prix de transfert et la solution reposant sur 2 piliers. Nous avons également mis l'accent sur les mesures BEPS. Nous avons eu l'autorité fiscale de mon pays qui a financé certaines activités liées aux questions internationales fiscales. À titre d'exemple, nous avons d'ores et déjà regardé quelques questions fiscales et nous souhaitons augmenter la masse salariale pour tout ce qui est questions internationales. Je souhaite également parler de l'OCDE. L'année dernière, nous avons été impliqués dans le renforcement de capacités s'agissant des questions liées au prix de transfert. Nous avons déjà pu bénéficier de cette formation menée par l'OCDE et notre personnel a pu mettre en œuvre les différentes compétences acquises. À l'avenir, ce serait peut-être mieux d'avoir davantage d'informations sur les activités liées à la solution reposant sur 2 piliers. Nous avons bien entendu accès à la boîte à outils et nous utilisons les différentes plateformes qui ont été mises à notre disposition. Toutefois, je crois que nous pourrions bénéficier de services supplémentaires de l'OCDE. Merci beaucoup, Jeyoun. Jeyoun, vous avez parlé de la plateforme de partage de connaissances de l'agence canadienne, la KSP en anglais. Et merci beaucoup, Vanessa. Je crois que vous avez déjà parlé de l'importance du soutien pour les officiels et l'administration fiscale. Quelles sont les principales façons, quels sont les principaux canaux que vous utilisez afin de soutenir votre administration fiscale et quelles sont les organisations avec lesquelles vous travaillez? Merci beaucoup, Andrew. Oui, en effet, pour nous, principal défi, c'est de comprendre les différents engrenages de cette solution reposant sur 2 piliers et les différentes parties connexes. Nous avons bénéficié d'un soutien technique de la part de nos partenaires, y compris l'OCDE et la Banque de développement asiatique et notre administration régionale fiscale pour la région Pacifique, s'agissant de cette solution reposant sur 2 piliers. À titre personnel, nous n'avons pas vraiment eu de discussion en présentiel sur la solution reposant sur 2 piliers. Et nous savons que ces discussions ont tendance à être assez techniques et nous pensons qu'il faudrait miser là-dessus afin de réunir toutes les différentes parties prenantes pour parler des différentes manières de travailler. Cela a été très bénéfique pour nous. Bien entendu, nous avons pu participer à différents webinaires virtuels ou discussions virtuelles avec nos partenaires au cours des 2 dernières années. Mais à titre personnel, je crois que j'ai une préférence pour les réunions en présentiel. Comme l'ont dit les autres, et nous continuons à utiliser d'autres plateformes, y compris la KSP canadienne et d'autres formations qui sont mises à disposition par l'OCDE et par les autres partenaires avec qui nous travaillons. La Banque de développement asiatique a également joué un rôle clé dans l'information fournie sur la solution reposant sur 2 piliers.
Si je pense à la manière dont les organisations internationales et les administrations fiscales peuvent travailler de manière plus efficace pour nous aider, d'après notre expérience, nous pensons que nous pouvons bénéficier d'une aide beaucoup plus efficace de la part des organisations internationales et des administrations fiscales si ces dernières jettent les ponts entre nous et leurs organisations pour que nous puissions poser toutes questions que nous aurons s'agissant de cette solution. Je souhaite tout de même souligner le rapport ou le lien très positif qu'on a pu tisser avec l'OCDE, ce qui nous a permis de prendre et d'entreprendre des mesures nécessaires afin de mettre en œuvre cette solution reposant sur deux piliers. Qu'il s'agisse d'un mail, d'un appel téléphonique, c'est vraiment quelque chose qui nous a été très utile dans ce qui concerne cette question de mise en œuvre de la solution reposant sur deux piliers en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé de la Banque de développement asiatique, de l'OCDE, de la Banque mondiale. Nous travaillons en étroite collaboration avec les deux banques. Alpha, je me tourne vers vous maintenant. Qu'en est-il des quelle est la priorité, quel est le soutien et le moyen de soutenir le Sénégal que vous souhaitez prioriser? Merci beaucoup, Andrew. Comme l'a souligné tantôt Catherine du CADREF, le pilier 2 est devenu une urgence pour tous les pays, qu'ils soient membres ou non du cadre inclusif. En conséquence, donc, vu la complexité de ces règles relatives à l'impôt mondial, qui introduit de nouveaux éléments, de nombreux éléments mobiles qui ont une incidence sur les considérations politiques, vu le manque d'expérience de beaucoup de fonctionnaires des pays en voie de développement, y compris du Sénégal, qui, à un niveau large, qui n'ont pas participé à la conception de ces règles. La priorité pour nous serait dans l'assistance technique. Assistance technique par l'organisation de sessions techniques approfondies sur les règles types. Un soutien à l'élaboration d'une feuille de route réaliste. Une aide aux évaluations d'impact, particulièrement sur les installations fiscales. Un soutien à l'évaluation même des installations fiscales existantes et de leur compatibilité avec les règles globales. La fourniture de conseils sur les implications et les options politiques possibles. Une stratégie de consultation publique et les recommandations pour sa mise en œuvre. Un appui aussi à la rédaction de la législation et à sa mise en œuvre par rapport à l'option qui semble être la mieux adaptée pour le Sénégal. Une meilleure synergie aussi des interventions des organisations internationales au niveau africain, que ce soit l'OCDE, que ce soit l'ATAF, que ce soit le CREDAF. Et nous tenons vraiment à exprimer aussi nos remerciements à l'équipe de Samia qui fait un travail très important pour nous dans le cadre du projet pilote portant sur la mise en œuvre du pilier 2. Nous vous remercions. Merci beaucoup, Alpha. Merci. Nous travaillons beaucoup avec Samia. Nous savons que Samia et son équipe travaillent d'arrache-pied sur les prix de transfert dans les pays francophones et que Samia et son équipe travaillent en étroite collaboration avec le Sénégal. C'était une longue liste, mais une liste qui reflète le champ d'application et la portée des questions. Alpha, vous avez également parlé d'une stratégie pour des consultations publiques, ce qui est lié clairement avec un besoin d'avoir un soutien politique et de la part des parties prenantes. C'est assez compliqué à comprendre si l'on souhaite que les parties prenantes comprennent les avantages et il faut peut-être partager ces avantages. Mais je sais que suite à cette session, il y a une autre qui va parler des impacts économiques pendant laquelle nous allons parler de notre travail. Il ne nous reste que 5 minutes. Je vais donc me tourner vers Catherine. Catherine, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes organisations fiscales régionales et parler de la coordination s'agissant de cette assistance technique dans votre rôle? Catherine, vous avez 2 minutes. Merci, Andrew.
Donc nous, notre rôle, notamment au CREDAF, comme je le disais tout à l'heure, il est double. Le premier, c'est notamment en lien avec l'OCDE, c'est de donner des informations sur la mise à jour des différentes, de ce qui se passe dans les piliers 1 et 2, puisque tous nos pays ne sont pas au même niveau, comme je le disais, donc de faire des réunions assez régulières pour expliquer où on en est de la législation, quel est l'intérêt pour nos pays d'adhérer, etc. Donc d'ailleurs, nous allons avoir une session à ce sujet très rapidement, puisque la semaine prochaine, nous avons une session avec l'OCDE sur ces différents sujets. Après, nous avons des sessions beaucoup plus techniques sur des sujets plus précis. Nous avons eu des sujets sur les conventions fiscales, par exemple. Nous allons avoir aussi bientôt des sujets sur des formations de formateurs sur les prix de transfert. Notamment au sujet, puisque c'est quand même une spécificité par rapport aux pays francophones. Donc, c'est important d'être dans ce contexte et Alpha l'a rappelé. Donc, on a aussi des possibilités d'assistance technique un petit peu plus précises sur des sujets plus précis avec nos pays membres. L'avantage d'organisation aussi comme le CREDAF ou d'autres, c'est que nous sommes réunis au sein d'un groupe de toutes nos organisations qui s'appelle le NTO et qui nous permet aussi de travailler ensemble, de partager nos informations, de partager nos webinaires et de faire bénéficier au maximum de nos pays de toutes les actions que nous pouvons mener. Donc voilà, il y a vraiment une spécificité au CDE, parfois Banque mondiale, hein, sur toutes ces formations dédiées sur les piliers, plus un travail global avec les autres organisations au bénéfice d'un maximum d'administration fiscale. Merci beaucoup, Catherine. Vous avez très bien détaillé les défis auxquels vous êtes confrontés et vous avez parlé de l'importance de travailler avec toutes les parties prenantes qui travaillent dans ce domaine. Il nous reste peu de temps. Je crois que l'on a eu une intervention thaïlandaise. Je sais que la Thaïlande a travaillé d'arrache-pied, notamment sur les règles globales. Ça va là? Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais peut-être prendre la parole et je vais parler des différents défis auxquels nous sommes confrontés. Si je parle de la législation, la Thaïlande a élaboré une consultation publique et nous avons également publié la loi sur Internet afin d'informer les différentes parties prenantes de cette mise en œuvre. Nous travaillons également sur une analyse des impacts avec le CDE. C'est très utile parce que nous n'avons pas seulement regardé l'incidence de la mise en œuvre des règles globales, mais également le renforcement de capacités. S'agissant du renforcement capacité, nous utilisons également la plateforme KSP comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Azerbaïdjan et nous avons bénéficié d'une assistance bilatérale de la Banque de développement asiatique et de l'OCDE afin de mieux comprendre les différentes questions. Nous avons pu peaufiner notre compréhension des règles globales. Lorsque nous avons rédigé notre loi, il a fallu donc traduire les différents éléments dans notre langue. Nos officiers juridiques sont en train d'élaborer cette législation en prenant compte les différents éléments des règles globales. Toutefois, nous souhaitons pouvoir exercer nos droits d'imposition et nous ne souhaitons pas être laissés pour compte. D'ici la fin de l'année, nous souhaitons commencer avec la mise en œuvre des règles globales et nous allons commencer au début de 2025 pour la RAI et pour la RDIR. Merci de votre attention. Merci. Nous avons bien travaillé avec la Thaïlande. Vous avez mentionné certains éléments qui, notamment, nous parlent, notamment la consultation publique. Il y a une consultation publique, il y a la consultation interne. Souvent, les ministères des Finances
ont leur propre truc, mais là, on semble on est dans un domaine où on implique les autres ministères, les autres agences gouvernementales, les députés, les agents qui travaillent dans l'aspect législatif. Donc, merci beaucoup à la Thaïlande. La Thaïlande a beaucoup travaillé pour la mise en œuvre et la collecte également des recettes fiscales qui vous sont dues en tant que pays source.